Affaire sensible, aujourd'hui la mort du juge Borel, une affaire d'État. Avec nous en studio aujourd'hui, cette femme dont on a parlé beaucoup dans ce récit, Élisabeth Borel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'épouse du juge Borel, vous-même ancienne magistrate. Je rappelle que le récit que vous venez d'entendre a été diffusé pour la première fois dans Affaire sensible en 2016. Depuis, eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts. En 2023, la justice commence à reconnaître que tout cela ressemble beaucoup plus à un assassinat qu'à un suicide. Et en 2017, de l'eau coule encore un peu sous les ponts, Élisabeth Borel. Oui, en 2000, si vous voulez, pour les magistrats, l'affaire criminelle a été établie en 2003 par la découverte de lésions du crâne et du bras de défense. Et ensuite, un magistrat, M. Paco, a demandé à un expert allemand spécialisé dans les suicidés par le feu de donner son avis. Et cet expert a expliqué que quand on s'immole par le feu, la douleur est telle que la personne s'allonge et essaye d'arrêter les flammes, et qu'on ne retrouve jamais un suicidé par le feu dans la position du chien de fusil, comme on a retrouvé mon mari dans la pente. C'était très important. Alors en dehors de ça, il y avait d'autres éléments matériels, mais qu'on avait déjà, notamment sur le briquet qui était gras d'essence, mais qui évidemment n'avait pas pu servir puisqu'il était toujours là et en bon état. Oui. S'il avait brûlé, il était utilisé pour brûler, on ne l'aurait pas retrouvé. Donc il y a eu un ensemble de faits qui ont confirmé tout ce qui avait été déjà établi en 2002-2003. Bah, c'est important, que ce soit confirmé, c'est important aussi. C'est important parce que le procureur, qui en 2007, le 19 juin, avait reconnu que l'affaire s'orientait vers une affaire criminelle, c'était M. Marin, en 2017, le 13 juillet, va effectivement dire que c'est un assassinat. Voilà. Est-ce que cette expertise marque vraiment un tournant? Je vais préciser ma question. Est-ce qu'il y a des risques que la justice revienne en arrière? Ou est-ce impossible maintenant? Oh non, ça, je ne pense pas que la justice puisse revenir en arrière. Non, mais je vous pose la question parce qu'il y a les méandres de l'enquête, on les connaît, donc... Oui, mais si vous voulez, depuis, moi, j'ai entrepris la relecture du livre, du dossier, pardon, et des dossiers, et j'ai découvert notamment ce qui démontre que cet assassinat avait été remarquablement préparé et organisé. Un acte de décès de mon mari qui a été enregistré par l'état civil djiboutien. Or, on a fait, l'autorité qui a déclaré la mort de mon mari le 18 octobre à 22 h n'a pas voulu se nommer. Donc le nom du déclarant ne figure pas sur l'acte intégral d'état civil. Mais par contre, ce déclarant avait quand même la qualité et le pouvoir de faire ouvrir l'état civil entre 22 h et 24 h. Donc ça veut dire que c'était très organisé. Et pas du tout improvisé comme certains ont voulu le faire croire. Et je ne pense pas qu'en l'état du dossier, on puisse revenir en arrière. Bien. Alors, l'État a été condamné au civil en 2020 pour faute lourde dans cette affaire. Quelle faute lourde, exactement? Alors, deux. Ce que j'ai toujours dit depuis le début, que la juridiction administrative a refusé de reconnaître, mais que le tribunal judiciaire a établi, c'est l'absence d'autopsie. On ne saura jamais si mon mari était mort quand on a brûlé son corps, parce qu'aucune autopsie n'a été ordonnée, alors que la mort violente de Bernard était établie, et qu'on ne pouvait pas déterminer que c'était un suicide par le feu, alors qu'on n'a pas fait d'autopsie. Et pourquoi il faut, si vous voulez, qu'on retrouve dans les voies aériennes supérieures d'un corps, immolé par le feu, des suies. Et ça fait partie des analyses qui doivent être faites, et évidemment on ne les a pas faites. Et si vous voulez, on a maquillé à Djibouti l'état du corps, puisqu'on n'a pas trouvé de fracture, ce qui sera retrouvé dans l'autopsie. Pas celle de Toulouse, parce que le médecin ne fera pas de radio. Et les radios du début de Djibouti, qui avaient été faites au moment où on a retrouvé le corps, ont disparu. Donc c'est pas de la négligence, c'est prémédité, c'est de la volonté de nuire. Bien. Là encore, pour vous, c'est un tournant, une étape supplémentaire Moi, je ne crois plus au hasard depuis très longtemps, parce que j'accumule les éléments dans ce dossier
pour démontrer que les plus hautes autorités de mon pays ont effectivement organisé cet assassinat et organisé ensuite la destruction de toutes les preuves, puisque c'est le deuxième motif de la condamnation de l'État pour faute lourde, c'est la destruction des scellés, c'est-à-dire on a les rapports d'expertise sur les ADN de ceux qui ont dû porter le corps de mon mari après sa mort, mais par contre, on n'a plus les supports qui permettent de faire éventuellement une contre-expertise. Et on a dit confusion entre deux dossiers. Non, mais ça, c'est pas possible, puisque on n'a même pas ouvert le dossier de l'état des scellés de Bernard avant de détruire les scellés. Les greffières en charge de ça l'ont pas fait. Alors, on le disait dans le récit, donc en 2016, dans la première version du récit, 7 juges d'instruction s'étaient succédés depuis la mort de votre mari. Aujourd'hui, début 2023, le chiffre est passé à 13. Vous avez été magistrate. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ben, ça nous dit que toute la difficulté d'un magistrat d'assimiler un dossier qui fait 18 tomes, près de 8000 cotes, sachant qu'il y a des cotes qui font 300 pages. Et surtout, je voudrais insister là-dessus, il n'y a pas simplement la multiplication des magistrats, il y a surtout la multiplication des dossiers. Le seul magistrat qui vraiment a instruit ce dossier, le connaissait, c'était Madame Clément. Parce qu'elle a été magistrat dans ce dossier de 2002 à 2012, donc pendant 10 ans. C'est elle qui a recueilli des expertises qui disaient que c'était l'intervention de tiers qui avait causé la mort de Bernard. Et elle avait fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle avait une idée très précise. Mais malheureusement, évidemment, elle a changé de fonction. Et après, M. Pacaud a aussi voulu faire des choses, mais il y a eu beaucoup de magistrats qui n'ont pas eu le temps, entre leurs différentes mutations, pour faire quoi que ce soit. Pourquoi vous dites évidemment, elle a changé de poste, elle a été mutée ? Parce que maintenant, on ne peut plus occuper un poste spécialisé pendant une certaine durée d'années, mais après, il faut qu'on change de fonction, et c'est très triste, parce que, en fait, il y a des en l'occurrence, personnes... oui, parce que cette Madame Clément avait pris le dossier en main de façon apparemment satisfaisante. Absolument. Elisabeth Borel, depuis 1995, plusieurs présidents, plusieurs gouvernements se sont succédés en France, de droite comme de gauche. Rien n'a vraiment changé. Et de toute façon, les obstacles à la recherche de la vérité ont été tellement importants. C'était quoi les principaux obstacles ? Les principaux obstacles, on a dit les 2 fautes lourdes, mais le principal, c'était l'absence d'autopsie. La destruction des scellés, ça détruit la suite. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'assassinat du dossier criminel, mais il y a eu la saisine de la Cour de la Haye, il y en a eu bien d'autres, il y a eu la censure de la presse, il y en a eu plein des entraves. Il y a aussi le secret défense. Alors le secret défense... Est-ce que c'est pas le premier des obstacles ? Oui, bien sûr, mais on le découvre après. Généralement. On le découvre après. Oui, Oui, bien sûr, le secret défense, et puis c'est surtout les conséquences dramatiques sur l'irresponsabilité complète des auteurs, et puis le fait que ça fait supporter à la victime des risques. Non seulement à la victime d'ailleurs, mais même aux citoyens moyens, puisqu'on protège les assassins. Bien sûr. Le secret défense protège les assassins. Est-ce que vous pensez que si on levait le secret défense sur cette affaire-là, ce serait vraiment le moyen de connaître toute la vérité ? Est-ce que le levier principal, voire le seul, il est là ou pas ? Alors je pense que ce serait un des leviers, c'est sûr, parce que évidemment que les services ont existé en 94 et 95, contrairement à ce qu'on nous a déclassifié, où il n'y a rien de cette période, on n'a aucun document déclassifié jusqu'en 97, donc on ne sait pas en fait ce que faisaient les services, et on sait aussi qu'il y a des documents qui n'apparaissent pas et qui n'ont pas été déclassifiés, mais qui existent. Moi, je dirais surtout qu'il y a un rapport que je voudrais avoir, c'est celui qu'a fait le capitaine Auffray au moment où Bernard est mort, parce que si lui est intervenu, c'est qu'un militaire français est concerné. Et moi, j'aimerais bien savoir quel militaire français est concerné par l'assassinat de Bernard, et quand est-ce qu'on va nous le dire. Si on veut que j'arrête, avez-vous récemment déclaré dans une interview, il va falloir me dire ce qui s'est passé. Donc la vérité, est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'en approche tout de même ? Moi, je pense qu'on s'en approchera. La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais expliqué que
La plupart des gens, avant de mourir, ont une conscience. Et je pense que la parole libère quand même de choses très traumatisantes, parce que l'assassinat d'une personne doit laisser quand même beaucoup de traces. Donc moi, je suis persuadée qu'on saura. Je suis persuadée qu'il y a trop de monde qui a participé à cet assassinat pour qu'on ne le sache pas. Je pense que c'était trop bien organisé pour que, effectivement, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'il y avait plusieurs groupes et j'espère qu'on va avancer sur les faits et puis aussi avancer sur le mobile, parce que je ne vois pas pourquoi on a voulu fermer toutes les portes du suicide, mais on n'ouvre aucune porte sur les faits ou sur le mobile de l'assassinat de mon mari. Bon, on va y aller. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses émises, alors plus ou moins pertinentes. J'en ai retenu 3. Tué parce qu'il enquêtait sur un attentat commis au Café de Paris à Djibouti en 90 et qu'il faut protéger le pouvoir djiboutien au nom des intérêts stratégiques de la France, hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, parce qu'il soupçonnait un trafic d'uranium. 3, parce qu'il travaillait sur un dossier de prostitution et de pédocriminalité impliquant des ressortissants français sur place. Vers quelle hypothèse penchez-vous? Alors, j'élimine la 3e parce qu'elle ne figure à aucun moment dans le dossier. J'ai appris à l'école de la magistrature que dans un dossier criminel, on commence par examiner et analyser les pièces qu'on a. Les pièces qu'on a, c'est les pièces cachées par mon mari qui concernaient le café, l'attentat du Café de Paris, et un trafic d'uranium enrichi, je dis bien enrichi à 99, celui qui fait la bombe, et que ces deux pistes-là, pour l'instant, n'ont pas fait l'objet réellement d'investigation, puisque manifestement, Mme Clément avait ordonné une commission rogatoire internationale qui a été arrêtée par la chancellerie, et que j'aimerais bien que sur ce plan-là, on recommence. On n'a pas trouvé, il faut chercher. Et on a les éléments de base du départ. Donc on est dans une affaire de politique ou de corruption, ou les deux? Moi, je pense qu'on est plus proche d'une... Si mon mari est mort, je pense qu'on est plus proche d'une affaire de corruption. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que sinon, ce n'était pas la peine de le tuer. Mon mari n'aurait jamais mis en cause les intérêts vitaux de la nation. Mon mari était officier de réserve, capitaine de corvette, marin, dans l'âme, admirateur de Jean Moulin. Il est hors de question qu'il mette en cause les intérêts vitaux de la nation. Hors de question. Donc si on l'a tué, c'est qu'il y avait une autre raison. Comment on vit pendant 27 ans comme ça, se battre? Quelle place ça prend dans votre vie, votre psychologie? Comment vous le vivez? Trop de place. Ça prend trop de place, évidemment. Qu'est-ce qui domine? C'est quoi le sentiment qui domine chez vous? Une sorte de révolte, de colère, d'abnégation, peut-être tout à la fois, je ne sais pas. Non, le fondement de mon combat, c'est l'amour que j'avais pour mon mari et ce qu'il était. Parce que je ne supporte pas qu'on en ait fait un pédophile. Il y a eu des rumeurs qui ont couru, qui continuent à courir sur les réseaux. C'est une honte. Bon, la pédophilie, elle existe à Djibouti, j'en suis sûre, elle existe partout dans le monde. C'est clair. Mais c'est pas là-dessus qu'on a tué mon mari, c'est pas vrai. Les documents du dossier, il faut s'y référer. C'est pas la peine d'aller en chercher d'autres. Mais par contre, il faut chercher. Il faut chercher, il faut ouvrir. Comme on a ouvert toutes les pistes du suicide, il faut ouvrir toutes celles des deux mobiles que vous avez évoquées et qui figurent au dossier. Puisqu'on est sur le terrain humain, le juge Borel, c'est un nom, c'est un magistrat, pas connu malheureusement parce qu'il était assassiné aussi. Derrière, il y a un homme, évidemment. D'après ce que j'ai compris, c'est un homme passionné de l'état de droit, de son métier. C'était quoi ses valeurs? Les mêmes que celles de Jean Moulin. Donc je pense qu'il n'a pas renoncé. C'est pas le genre. C'était un personnage pour lequel on peut se battre 27 ans, même plus. Maintenant, j'aimerais bien que ça s'arrête, c'est clair, parce qu'il faut vivre, et qu'on ne peut pas vivre avec la mort. Mais je vivrai quand certaines personnes parleront enfin, et libéreront la parole, et nous apaiseront. Qui me parle en ce moment? C'est l'épouse ou la magistrate?
Alors, c'est l'épouse, la mère, la magistrate et je dirais la citoyenne, parce que vous savez que je participe à un collectif sur le secret défense. Je voudrais clarifier la position de ce collectif. Nous ne sommes pas contre le secret défense. Nous sommes pour un secret défense qui soit non dévoyé et pour un contrôle de l'usage de cette notion par les juridictions. Ça se fait dans certains pays, je ne vois pas pourquoi ça ne se fait pas en France, et je ne vois pas pourquoi les magistrats n'ont pas la nécessité d'en connaître quand c'est nécessaire dans leurs investigations criminelles. On a assassiné un magistrat qui était major de la promotion du juge Michel, parce que le juge Michel était mort au moment où il était auditeur. Ouais. Et je voudrais rappeler qu'un magistrat, c'est la sécurité de tous les citoyens. Cette sécurité, quand on voit l'affaire kurde, je vais en parler parce qu'elles font partie du collectif. Oui. Si la France avait fait le nécessaire dans l'affaire kurde, eh bien peut-être qu'il n'y aurait pas eu un nouvel assassinat. Il faut développer un peu là, parce que Eh je ne bien, peux pas laisser comme ça. Juste en 2013, Oui. il y a eu un premier assassinat de représentants kurdes. D'accord. Et il se trouve que pour l'anniversaire de cet assassinat, qui devait tomber en janvier, eh bien, il y a à nouveau quelqu'un qui s'en est pris aux Kurdes. Et je pense quand même que quand il y a une affaire criminelle, l'objectif de cette affaire criminelle, c'est d'arrêter les assassins. Peut-être que s'ils avaient été arrêtés dans cette affaire-là, il n'y aurait peut-être pas eu de deuxième assassinat. C'est ça ma pensée. Merci infiniment, Elisabeth Borel. Merci à vous. Au revoir.